toi, tu vas continuer. C'est bon? C'est bon pour toi? Tu as appuyé sur, Continuez. OK, voilà, très bien. Bonjour. Bonjour Béatrice. Ma première question est, comment est-ce que tu t'appelles et où est-ce que tu te trouves en ce moment? Je m'appelle Rima Fadili, épouse Toutain. Je suis à Rabat, dans un quartier historique qui s'appelle la Casbah des Oudayas, Mmh. dans une cité historique. Voilà. C'est là que je suis. Mais ce n'est pas là que j'exerce. Ah, tu exerces où? J'exerce en centre-ville, pas très loin de la gare de Rabatville, dans un centre historique bâti à l'époque coloniale. Et c'est là-bas que je pratique, donc que je reçois mes patients en gestalt thérapie et où je reçois également mes élèves pour les séances de yoga, parce que je suis également professeure de yoga. Alors tu devances ma question. J'allais te demander qui es-tu comme personne, ce qui inclut, tes tes valeurs, tes qualités, tes passions, peut-être tes combats, hem, l'ensemble de ce qui te vient à propos de toi. Alors, qui suis-je? J'ai envie de commencer directement, sauter à pieds joints dans quelque chose avec lequel je me suis toujours présentée en tant que prof de yoga et puis même en tant que gestalt praticienne. Je suis une personne qui aurait aimé, qui aurait voulu, mais vraiment de manière très forte, être médecin. En deuxième position, être avocate. Mmh. Mais la médecine était vraiment ma passion et je me serais très bien vue médecin généraliste, médecin de famille, médecin de campagne. Il n'en a pas été ainsi et j'ai suivi une formation d'architecte. Voilà, ça c'était mon ancienne vie. Et pendant près de 15 ans, j'ai été donc architecte, inspecteur des monuments historiques, donc Mmh. fonctionnaire, et je travaillais donc pour le compte du ministère de la Culture. Et je restaurais des monuments. D'où ton ta la précision, que tu as apportée en disant que tu es dans un quartier historique, c'est quelque chose qui te parle, que tu connais? Absolument, absolument. Et d'autant que je travaillais dans ce quartier historique aussi pendant pas mal d'années, parce que mes bureaux n'étaient pas très loin. Ils étaient dans l'enceinte carrément de ce rempart, de cette Casbah. Mmh. Voilà, donc j'ai restauré des monuments, j'ai défendu les textes législatifs pour la protection des monuments historiques, j'ai mené des combats pour cette protection-là, j'ai travaillé véritablement corps et âme. Et puis, je ne vais pas dire les hasards de la vie, l'univers, au bout de 18 années à peu près, m'a envoyée en Inde. En Inde, mon mari donc, avait un contrat là-bas de 2 ans à Bangalore et nous y sommes allés avec nos 3 enfants qui étaient encore, relativement jeunes et en partant, tout le monde me disait, enfin ceux qui me connaissaient, qui connaissaient un petit peu mon militantisme en ce qui concernait le patrimoine: «Ah mais Rima, tel qu'on te connaît, tu vas vite te trouver du travail en Inde, tu ne vas pas rester sans rien faire». Alors c'est formidable, tout le monde me connaissait, il n'y a que moi qui puisse me connaître. Et en partant en Inde, avec un anglais, complètement basique, je me disais: «Je vais m'occuper et suivre des cours de massage ayurvédique», enfin, quelque chose autour du corps. Et moi qui n'avais jamais de tropisme, et puis qui avait des a priori, des préjugés à l'égard du yoga, la première des choses que je fais, c'est de m'inscrire à des cours de yoga.
Et c'est à partir de là que mon aventure corporelle commence. Aventure corporelle dans le sens où ça venait quelque part compenser cette énorme frustration de n'avoir pas pu être médecin. Et je dis aventure corporelle parce que quand au bout de la troisième séance, donc mon gourou, mon maître yogi me dit: «Nous pratiquons du yoga thérapeutique», le mot thérapeutique a fait tilt dans ma tête, ça a résonné et je lui dis: «Mais comment ça thérapeutique?» «Ah mais oui, mais parce que telle posture est bénéfique pour le cœur, celle-ci est bénéfique pour le foie, celle-ci pour les poumons». Et moi qui allais au cours de yoga d'abord pour me détendre, parce que j'étais arrivée en Inde dans un état de fragilité extrême, là, ça m'a complètement réveillée, boostée et c'était du yoga quasiment tous les jours pour être dans un yoga thérapeutique. Mmh. Et au fil de mon séjour, j'avais envie de passer à autre chose, d'évoluer encore parallèlement aux séances de yoga, aux cours de yoga que je prenais. Et le hasard, encore celui-là, fait que je croise des personnes qui donc initient au Reiki. Le Reiki étant donc une technique d'énergie par imposition des mains. Et je passe mon premier degré en Reiki, mon deuxième degré en Reiki. Et puis la veille de mon départ, j'avais envie de boucler la boucle. Je ne savais pas encore à ce moment-là ce que ça veut dire que boucler une boucle, dans le sens gestaltiste du terme. Et je veux passer donc mon degré de maître Reiki. Et je tombe sur une personne extraordinaire et je me dis aussi, si ça doit se faire, ça se fera. Si ça ne doit pas se faire, eh bien, c'en est ainsi. J'aurais eu mes 2 niveaux. Mais il y avait quelque chose de l'ordre de la symbolique et de l'ordre de clore quelque chose, de clore une expérience, mon expérience en Inde, personnelle, familiale, de couple, et puis j'allais dire, de futur professionnel. Et j'ai réussi donc à clore cette boucle. Et voilà. Et je termine donc maître Reiki. Là, Nous tu me rentrons, décris, tu pardon de t'interrompre, mais je t'en prie. est-ce que tu peux m'illustrer en même temps, je ne sais pas si c'est trop te demander, de de m'illustrer, peut-être pour parler plus de toi plutôt ça c'est ton parcours, mais tu as dit: «Il y a moi seule me connais». Qu'est-ce que tu as appris à connaître de toi? Ou qu'est-ce qui rejoignait toi, qui tu es profondément, avec ce parcours de soignante, potentielle, puisqu'au départ c'était potentiel et puis ça s'avérait être, la réalité, mais, dis-moi en plus sur, qu'est-ce qui, toi, te faisait vibrer? Ou sur quoi ça s'appuyait de toi, ce parcours-là? Et puis, bien sûr, je t'invite à continuer, mais C'est que ce parcours-là m'a permis de me recentrer, de me centrer pleinement sur moi-même, sur mon corps et sur mon potentiel. Quand je dis mon potentiel, c'est que je savais que j'en avais un, j'en étais consciente, mmh, mais je le mettais au profit des autres. J'étais dans le faire, dans ce potentiel, et je n'étais pas dans l'être. mmh, Or, lorsqu'il m'a fallu travailler sur mes 7 premières années de vie, par exemple, en Reiki, ça m'a permis aussi de me découvrir, de savoir qui j'étais vraiment. et qui es-tu vraiment? Qui suis-je? Ouh là, j'ai toujours beaucoup de mal à dire qui suis-je. Qui es-tu ici et maintenant, aujourd'hui avec, Ici et maintenant, oui. ouais, Je vais dire, je suis une personne sensible, je suis une personne fragile, mmh, je suis une personne, qui me cherche en permanence. Je suis une personne qui traîne encore de l'anxiété, qui m'a suivie pendant des années et des années. Il y a peut-être aussi une part d'hérédité. Je suis une personne,
qui continue encore à douter d'elle-même. Voilà, et je suis à la fois tout ça. Et tes qualités, c'est quoi? Comment? Qu'est-ce que tu te reconnais comme qualité? Qu'est-ce que tu as découvert de toi comme qualité? J'ai découvert que je sais être à l'écoute. Et que dans ma manière de faire, il y a aussi ma manière d'être là pour l'autre, d'être là avec l'autre, d'être là dans le care. Voilà, et c'est quelque chose qui m'a toujours animée en fait. Et, et dans mes engagements passés, c'était ça, mais j'étais coupée de moi-même. Or là, je me recentre sur moi-même et ça me permet de donner une autre dimension à ce care. Mmh. Tu parlais de tes combats pour la défense du patrimoine. En quoi ce combat parle de toi en quoi ça résonne avec qui tu es toi, cette façon de combattre, et pourquoi le patrimoine? Qu'est-ce qui t'a mobilisé, sensibilisé dans cette affaire de patrimoine? Le patrimoine, c'est tout à fait par hasard. C'était, voilà, j'étais au patrimoine comme j'aurais pu aller dans l'habitat social ou l'équipement ou autre. Mmh. Mais enfin, bon, c'est une histoire de famille quand même, parce que ma mère travaillait au ministère de la Culture. Elle s'occupait elle aussi de patrimoine, mais ça, c'était beaucoup plus autour du costume, des bijoux. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là quand même. Et ce combat, c'est aussi peut-être quelque chose qui est inhérent à mon caractère, d'être dans la défense des choses, d'où mon côté, la deuxième orientation, être avocat, de défendre, de protéger. De protéger finalement aussi, care, on est Mmh. toujours là, toujours dans cette démarche. Et dans ce sentiment aussi, quelque part, dans cette protection de, et de préservation, un sentiment aussi quand j'étais là, je défendais les textes législatifs, un sentiment aussi de mettre en exergue la justice. Et la justice, c'est quelque chose aussi qui est très, très important pour moi. Je déteste la justice. Ce qui est injuste, pour moi, n'est pas recevable. Mmh. C'est quelque chose de très compliqué. Et ça m'amène à ce moment-là vers aussi des engagements, bon, qui n'engagent que moi parce que voilà, je n'aurais pas la capacité d'aller au-delà en termes de militantisme, mais qui m'animent même par rapport à ce qui se passe dans le monde. De trouver qu'il y a, bon, que ce soit les inégalités sociales, que ce soit les guerres, que ce soit un tas de choses, le sentiment d'injustice est là vraiment profondément ancré en moi. Voilà, je ne sais pas si je réponds Tu réponds bien à ma en question. partie à ta question. Oui, tu réponds avec dans l'axe des valeurs aussi, avec la justice. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui sont importantes pour toi que celle de la justice? L'intégrité. L'intégrité, l'authenticité. Bon, l'authenticité, ça va, j'allais dire ça va avec la justice, bon, ça, de mon point de vue à moi, l'intégrité aussi, l'honnêteté, voilà, c'est quelque chose qui sont mes fondamentaux. Pour relier un peu à ton parcours, ce que tu expliquais, parce que c'est vraiment très intéressant ton parcours, peut-être qu'on peut le relier aux personnes qui t'ont influencé. Quelles sont les personnes qui ont contribué à ce que tu deviennes la personne que tu es maintenant, qui ont été importantes pour toi, qui t'ont marqué?
Je vais dire que l'éducation de mon père m'a beaucoup marquée. Tu dis de mon père? Oui. Pardon? Tu dis de mon père? Oui, mon père, autodidacte, voilà, qui m'a beaucoup appris dans l'engagement, dans l'esprit de justice, d'honnêteté, l'appréciation des belles choses, des arts, de la musique, de la nature également. Voilà, j'appuie sur le mot nature. C'est lui qui m'a appris à me connecter à la nature depuis toute petite, depuis toute jeune, de savoir apprécier bah, la nature dans sa totalité, dans sa globalité. Je me rappelle qu'il me disait étant petite, il faut regarder les couleurs, il faut regarder le vert de la nature, c'est très très important. Et puis moi petite, je ne comprenais pas, mais comme c'était mon père qui me le disait, je trouvais ça génial, formidable. Et puis en Inde, quand j'en parlais après à mon réflexologue naturopathe, il me dit, mais oui, mais absolument, mais ton père est un sage. Effectivement, euh, regarder les couleurs de la nature, ça dynamise les chakras. Voilà, donc il m'a beaucoup appris à ce niveau-là. Il m'a beaucoup appris à ce niveau-là. Ma mère, d'une autre manière, mais c'était que bien plus tard que je l'ai saisi, dans sa passion pour les costumes et autres. Voilà, comment est-ce qu'elle pouvait s'engager sur l'appréciation de tout ce qui était ancien. Et là, c'était beaucoup plus inhérent à son histoire familiale. Voilà, où petite, elle a vu sa mère devoir vendre des choses qui avaient vraiment de la valeur. Mais bon, les circonstances familiales étaient là et puis il fallait s'en délester. Ça, pour elle aussi, c'était des traumatismes qu'elle vivait. Puis elle a essayé de compenser ces traumatismes, de les soigner à travers cet engagement qu'elle avait là-dedans. Et ce n'est qu'après que j'ai compris ça, tardivement. Tardivement. Voilà, non, mes parents ont été des piliers pour moi. Et puis après, il y a des personnes que j'ai rencontrées, que j'ai croisées dans la vie, puis chacun ayant semé en moi quelque chose. Et est-ce qu'il y a eu des circonstances ou un ensemble de circonstances qui t'ont transformé, qui t'ont demandé des ressources particulières? Est-ce qu'il y a, des choses auxquelles tu penses? Là, je pense à cette rencontre. Enfin, là, tu me racontes. Moi, je suis avec ton gourou, ce parcours absolument incroyable de partir du Maroc en Inde. Est-ce qu'il y a d'autres des circonstances qui ont été importantes donc, que tu peux nous partager? De manière très brève, sans avoir à rentrer dans les détails, mais avant de partir en Inde, j'ai vécu une épreuve, j'ai eu à surmonter une épreuve très, très, très difficile. Voilà, qui n'était pas d'ordre familial, c'était autour d'un bien. Ça a été très, très éprouvant pour moi. Et le fait d'avoir pu dépasser ça, enfin, une fois plutôt que la chose a été dépassée et que je suis partie en Inde, je me suis dit que c'était une épreuve que l'univers m'envoyait. Et qu'est-ce que j'en tirais de cette épreuve? Oui. Alors, soit j'en veux au monde entier, soit je me dis, bon ben, je fais le bilan. Quelles ont été mes erreurs, mes fautes, mes absences de discernement? Qu'est-ce que je découvre de moi, de mes certitudes, de mes forces que je pensais être inébranlables, ou à pouvoir tout surmonter, tout dépasser, tout gérer, et revenir à une humilité, à revenir, j'allais dire, beaucoup plus terre à terre avec moi-même, sur mon séant, Mhm. m'écouter, m'observer, et puis me dire, eh bien, écoute, Rima, tu ne peux pas tout gérer. Tu ne peux pas tout gagner.
il y a des combats que l'on mène ou bien des choses que l'on doit défendre, mais à un certain moment, bon, il y a un lâcher-prise qu'il doit y avoir. Et c'est drôle parce que c'est au moment où j'ai voulu lâcher prise complètement que la solution miracle est arrivée comme une évidence et que tout s'est dénoué. Et, voilà. Et là, ça a été véritablement un bon apprentissage. Et une autre expérience également que j'ai vécue, mais ça j'étais déjà en formation en Gestalt, et il nous avait été demandé donc en deuxième année d'écrire notre mémoire, de parler de nous, de notre naissance jusqu'à notre arrivée donc à l'école. Et je me suis mise à écrire, et puis ça a été plus j'écrivais, plus j'avais envie d'écrire. C'était presque comme une sorte de frénésie où j'avais besoin de déverser plein de choses, de parler, de parler, de parler. Et puis, à un moment donné, j'arrive, au fur et à mesure que j'écrivais, puis arrive presque à la fin, je m'arrête, je relis tout ce que j'ai écrit et je me dis, excuse-moi l'expression, mais je ne suis pas une merde. Avec tout ce que j'ai fait. Et je me rappelle que le retour donc, de la thérapeute qui a lu nos mémoires, elle me dit, mais je lisais, et à chaque fois, j'étais obligée de prendre une inspiration tellement c'était, mais alors à une vitesse, et puis j'avais besoin de respirer pour continuer à te lire tellement il y en avait. Mais quand est-ce que tu t'arrêtes? Effectivement, je ne savais pas m'arrêter. Jusqu'au jour où il y a eu cette épreuve-là, justement, où je suis partie en Inde. Et là, j'ai appris à m'arrêter. Des choses qu'on ne contrôle pas. Il y a une chose qu'on ne contrôle pas, c'est le temps qui avance. Comment vis-tu ton âge? Je le vis très bien. J'ai 63 ans et je me dis que j'ai encore au moins 20 belles années encore à vivre. J'ai encore des choses à faire. J'ai envie de continuer mes pratiques, d'accompagner, de profiter de la vie, en espérant également avoir des petits-enfants. Bon, je leur demande de ne pas trop tarder parce que, voilà, que je puisse quand même les porter, puis qu'il n'y ait pas une grand-mère toute ridée qui leur fasse peur. Mais voilà, il y a encore des choses à faire, plein de choses à faire. Et la vie est belle. Et quand je dis des choses à faire, ce n'est pas pour être dans le faire, mais c'est pour être dans l'être, pour découvrir, pour voir, pour observer, pour savourer, pour apprécier, pour recevoir, voilà. Pour donner aussi, bien évidemment. Et ton genre, comment vis-tu ton genre? Comment? Comment vis-tu ton genre? Ton Mon genre. genre, je le vis très bien. Je le vis très bien. Je me considère comme une femme bien dans mon corps. Ça y est, voilà. Bien dans mon corps depuis longtemps, depuis que je suis petite, la danse classique, plein de choses. Voilà. J'aime bouger, j'aime me mouvoir, j'aime mon corps, j'aime le corps. Je me suis épanouie en tant que mère, j'ai 3 enfants et je n'arrête pas de leur dire que je les remercie de m'avoir choisie comme mère. Voilà, ils me comblent. Je suis avec mon mari, que je remercie beaucoup pour m'avoir soutenue
dans ma formation en Gestalt thérapie, ça nous a beaucoup apporté également au sein de notre couple. Toute cette formation, la manière dont j'ai pu évoluer, comment ça a impacté également sur notre couple, sur notre famille. Donc, je vis bien mon statut de femme, mon genre. Une question concerne peut-être quelque chose de plus général, mais qui est quel est ton rapport au pouvoir et au privilège? Et ça, c'est dans le sens que tu veux. Tu reçois cette question et il n'y a pas de... Il n'y a rien derrière dans ma question, sauf ce qui te vient à toi. Le pouvoir et le privilège. Le pouvoir et le privilège. Les privilèges, ou le... Alors, je vais dire, je me sens privilégiée de pouvoir faire ce que j'aime. Ça, c'est, j'allais dire, c'est la... Je le prends au sens basique du terme. Et quand je dis basique, c'est par rapport à moi. Voilà, le privilège, eh ben oui, j'en ai un. J'ai pu choisir. J'ai eu le privilège d'avoir une belle vie. J'ai le pouvoir de bien vivre, et c'est un privilège aussi. Le pouvoir de faire ce que j'aime. Donc les deux sont liés. Et après, il y a le pouvoir dans sa globalité, tel qu'on le conçoit en termes, j'allais dire, politiques ou social. À ce moment-là, c'est quelque chose qui prend une autre dimension. Qu'est-ce que le pouvoir? Qu'est-ce que le pouvoir social? Là, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Les privilèges également, les privilèges politiques, les privilèges sociaux. Et là, en revanche, ça me met dans une sphère qui va toucher justement la justice, l'intégrité, aux valeurs personnelles et aux valeurs universelles. Et là, il y aurait beaucoup de choses à dire en ce qui concerne les pouvoirs et les privilèges. Comment on en use, comment on en abuse, qu'est-ce qu'on en fait. Voilà, là, c'est autre chose. Donc, c'est pour ça que je préfère de parler de mon privilège à moi et de mon pouvoir à moi. Voilà, mon pouvoir à moi en tant que psychopraticienne, si c'est tenté que ça puisse être un pouvoir, mais dans le cadre de l'énergie du chant, de l'intuition, et bien de pouvoir apporter un déclic, de pouvoir accompagner l'autre. Je t'ai laissé, tu rentrais en France, maître Reiki. Je t'entends mal, comment? Attends, je vais reprendre. Là, tu m'entends mieux? Oui. Ok. Je disais, je t'ai laissé, tu nous avais envoyé, emmené en voyage en Inde, et puis je t'ai laissé, tu venais d'avoir ton statut de maître Reiki, et tu étais reparti pour la France, ou je ne sais pas, ou le Maroc, je ne sais pas où tu étais reparti, mais justement, est-ce que tu peux continuer ce chemin pour nous dire comment tu es arrivé à la Gestalt thérapie? Alors, après donc un séjour de 2 ans et demi en Inde, nous sommes revenus au Maroc. Et c'est là que j'ai commencé donc à donner des cours de yoga. J'ai pris donc une retraite anticipée. J'ai quitté l'administration. Voilà, le patrimoine était derrière moi. J'ouvrais une nouvelle page de ma vie. Et j'ai commencé à donner des cours de yoga. Et étonnamment, non, je sais pas pourquoi je dis étonnamment, mais c'était aussi pour moi quelque chose de particulier sur lequel on pourra revenir après éventuellement. C'est que j'ai commencé à donner des cours de yoga dans une petite chapelle privée. Voilà. Et puis donc ça c'était en début 2006, et puis en 2008,
j'ai senti que je piétinais un petit peu, avec tout ce que j'avais vécu en Inde, je ressentais le besoin d'autre chose, mais de quoi, comment, je ne savais pas. Et voilà qu'un jour, au gré d'une après-midi chez une personne, je rencontre une ancienne collègue du ministère que je connaissais à peine et qui parle avec un engouement particulier d'un atelier qu'elle avait pratiqué 15 jours avant. Et elle nous parlait un petit peu de son expérience et que cet atelier allait se reproduire dans les 2 semaines à venir et que c'était une expérience en termes de développement humain absolument magnifique. Et sans savoir pourquoi, je lui dis: «OK, je m'inscris». Et c'était donc l'initiation à la Gestalt thérapie avec une psychologue belge qui avait fait son second cycle à Paris à l'EPG. Je la nomme et je la remercie parce que c'est grâce à elle. Ouais, tu peux la Anne nommer, hein. Tu peux Oui, oui, nommer oui, oui, je peux la si tu as nommer. envie. C'est pas Absolument. interdit de nommer les gens qu'on aime. Non, 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 Anne Sokol, voilà, que je n'oublierai jamais. Et c'est là que je suis tombée dans la marmite de la Gestalt thérapie. D'accord. Voilà, c'est comme ça que je dis, je suis tombée dans la marmite de la Gestalt thérapie. Et voilà, donc ça a été un groupe continu sur 8 sessions quasiment que j'ai fait avec eux, avec mon groupe, et puis Anne qui dirigeait ça, donc tous les 2 mois à Rabat. Ça m'a apporté énormément. Et par la suite, elle m'a parlé des stages qui étaient organisés donc à l'EPG. Je m'informe en ligne sur les stages qui sont proposés et je tombe sur un stage, corps en mouvement, corps en émotion. Je regarde les 2 personnes qui animent ce stage et je vois sur le CV de l'une d'elles qu'elle est aussi prof de yoga. Tiens, ça me parle. Alors j'essaie de m'inscrire à ce stage, ça ne marche pas. Je suis sur liste d'attente. La 2e année, je m'inscris également. La personne au secrétariat, pas très fut-fut, j'allais dire, enfin je le dis clairement, mais qui m'a rendu service en n'étant pas très futée, me remet à nouveau sur une liste d'attente. Et puis là, je me dis, bon, c'est pas possible. Je vais passer autrement. Je vais contacter la personne qui anime ce stage et je vais lui demander si elle peut venir le faire au Maroc. J'écris à cette personne. C'était en été, elle était en vacances, elle lit mon mail et elle me répond juste par 2 mots: «Pourquoi pas?» Et là, je saute de joie. Je me dis: «C'est formidable». Et l'année d'après, j'ai organisé ce stage à Rabat. Donc ils sont venus en couple. Ils ont fait, 5, ils ont animé 5 stages à thème. Et puis au bout du 5e ou 6e, je ne me rappelle plus, je me suis inscrite dans leur école, à Gestalt Plus, à Rennes, pour suivre une formation parce que j'avais vraiment envie de suivre cette formation. Voilà, donc il s'agit d'Eva Lechner et de Yves Plu. Oui, d'accord. Oui, très bien. Et qu'est-ce qui t'attire le plus dans la Gestalt? Quels sont les concepts oui, les concepts qui t'attirent, qui t'ont marqué? Ce qui m'a attiré le plus dans la Gestalt, d'abord, c'est l'interaction avec le thérapeute. Parce qu'auparavant, j'avais été en analyse systémique dans les années 2000. Bon, c'est très intéressant comme expérience pour moi, mais cette absence d'interaction et cette absence au corps, plutôt cette découverte du corps, de l'émotion, m'a énormément parlé, de pouvoir vraiment exprimer ce que je ressentais, être dans mes affects.
Ensuite, il y avait tous les expérientiels qu'il pouvait y avoir pour développer encore plus ce qu'on avait à dire, ce que l'on avait véritablement à poser, à ressentir, comment on pouvait aller au bout de cet expérientiel pour toucher vraiment le fond de cet affect et ne pas le laisser encore imprimé dans notre corps. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément parlé. Et, et à chaque fois que, pendant ma formation, nous travaillions comme ça sur des expérientiels ou bien qu'un de nous faisait un travail thérapeutique, jamais je n'oublierai l'expérience que j'ai eue une fois où on arrive tous ensemble, les uns après les autres, et puis un collègue, je demande à ce collègue de ses nouvelles, et puis il me parle de ce qui s'est passé avec ses parents. Alors, je l'écoute, mais je ne l'entends pas, en fait. Il y a du brouhaha, il y a des conversations qui arrivent à mes oreilles. Et puis, nous arrivons dans la salle, et là, il y a l'énergie du chant qui crée autre chose. Parce que ce même collègue parle de la même manière, pose les mêmes mots qu'il m'a dit pour me raconter son histoire avec ses parents. Et là, ça a un tout autre impact sur moi. Corporellement, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe en moi, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment le nommer. Et le lendemain, je me dirige vers la station de bus, toute contente, il fait beau, je suis contente d'aller à l'école. Et là, il y a quelque chose qui monte en moi, une émotion très forte que je n'arrive pas à nommer, mais que j'écoute, je laisse monter. Et puis, il y a un mot qui jaillit dans ma mémoire. Et là, c'est le début de la catharsis parce qu'elle va après se déployer complètement à l'école lors d'un autre expérientiel. Et c'est là que j'ai mesuré véritablement l'impact, la force de cette énergie du chant. Et comment, par exemple, le travail en groupe peut être très fort, comment la mémoire corporelle peut être aussi très forte, comment les choses véritablement mais enfouies du passé peuvent remonter, peuvent nous impacter. Donc tout ça, ça m'a... C'est tout ça qui m'a plu dans la Gestalt. Et cette simplicité d'être là, d'être présent à l'autre, le regard du thérapeute qui est avec le regard du client, cette présence corporelle des deux, cet échange physique, pas que les mots, cet échange également énergétique. Voilà, comment je peux être impactée, moi aussi. C'est ça qui m'a véritablement, il n'y a pas d'autre terme, passionnée en Gestalt thérapie. En tout cas, c'est quelque chose qui répondait pleinement à mon caractère, à mon tempérament. Et tu es devenue thérapeute. Qu'est-ce que tu fais avec la Gestalt, toi? Comment ça, qu'est-ce que je fais avec la Gestalt? Ben, c'est-à-dire, comment tu l'appliques? Je veux dire que professionnellement, est-ce que tu es juste, enfin, est-ce que tu es thérapeute, est-ce que tu es formateur, est-ce que tu es, quelles sont les manières dont tu Est-ce que je suis travailles avec la thérapeute? Gestalt? Est-ce que je suis thérapeute ou est-ce que je... De quelle manière tu travailles avec la Gestalt? Tu es Gestalt thérapeute, tu es Gestalt praticien, tu es praticienne. Alors, bon, selon les Que... terminologies, bon, je suis Gestalt thérapeute parce que j'ai terminé l'intégralité de ma formation. Oui. Voilà, il ne me reste que mon mémoire final pour avoir la certification française et européenne. Mais j'ai entièrement terminé ma formation en psychothérapie et en Donc, relation. tu as une clientèle. Oui, j'ai une clientèle, oui. Oui, j'ai une D'accord. clientèle. Okay. J'ai une clientèle et j'ai une clientèle au départ que je ne pensais pas avoir au départ parce que je suis dans mes projections. J'étais dans mes projections. Et j'ai une clientèle
y compris maintenant en marocaine. Évidemment, je suis au Maroc et je suis marocaine moi-même. Mais quand je dis marocaine, c'est-à-dire que je fais mes séances en arabe dialectal. Oui. Ah, super. Ça change. Qu'est-ce que ça change dans ton rapport, justement? Ça, c'est super intéressant. Mais oui, 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 c'est pour ça que je voulais l'aborder. Ah, mais Et ça oui. change parce que en termes d'expression, de représentation culturelle, de ressenti, ce sont des choses qui sont différentes et c'est vraiment formidable. C'est vraiment formidable, ça apporte un plus, ça apporte un élan différent. L'énergie du chant est différente aussi. Il y a quelque chose d'enrichissant, de très enrichissant et qui m'enseigne beaucoup parce que j'allais dire culturellement, je suis francophone et francophile et d'animer mes séances en arabe, y compris une fois, bon, un certain temps, j'animais aussi des séances en groupe et comment les faire en arabe, les animer en arabe, ça apporte aussi quelque chose d'autre et c'est Mm. remarquable. Mm. Euh, J'ai presque envie de dire c'est gratifiant parce il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'émulation où j'ai envie d'aller encore plus et plus loin. Justement, à propos de la langue, tu es totalement bilingue. Est-ce que l'arabe est ta langue maternelle? Est-ce que c'est autant le français que est-ce que ta langue maternelle est autant le français que l'arabe? Est-ce que tu as une Je relation dirais que différente, le français justement? est plus, c'est pas une préférence, je dirais que le français est plus ma langue maternelle que l'arabe. Alors Voilà, bon. pourquoi ce lien à l'arabe est différent? Parce que tu vois, ma représentation à moi aurait été que puisque je travaillais avec des personnes qui sont expatriées et que souvent elles ont besoin de s'exprimer dans leur langue maternelle. Là, le français est ta langue maternelle. Cependant, tu as un lien particulier avec la langue arabe. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça a de particulier? Puisque c'est Ah, pas le maternel. Alors, entendons bien sur le maternel. Je suis marocaine et mes parents le sont également. Sauf que je suis née à Paris, donc ça a été le français a été ma langue maternelle. Mais ta mère te parlait en arabe ou en français ou À la les maison, deux? à la maison, on parlait beaucoup plus en français qu'en arabe. Euh, Ouais. Mes parents sont rentrés après de France, donc ils nous parlaient en français. Ensuite, j'étais à l'école française jusqu'à mon bac. Je suis partie après faire mes études en France. Voilà. Donc, la base, c'est la langue française. Évidemment, il y a l'arabe, l'arabe dialectal du quotidien, la langue parlée, mais je ne vais pas dire que l'arabe soit vraiment ma langue maternelle, puisque je ne l'écris pas et je ne la lis pas couramment. Mais ça, c'est l'arabe classique. Autrement, bon, je parle normalement et couramment l'arabe. C'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise en français qu'en arabe. Et là, je me découvre une capacité que je ne croyais pas avoir. Au départ, j'étais dans mes projections, je doutais de cette capacité. Et quand des fois je vérifie auprès du patient, je lui dis est-ce que c'est OK, ma manière de parler? Ah non, 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 mais c'est parfait, c'est très bien, au contraire. Et il me renvoie quelque chose aussi d'autre sur ma manière, quant à ma manière de parler. Voilà, donc ça me rassure, ça me réconforte. Ouais, c'est super, je trouve, comme expérience. J'espère. Donc, du coup, la clientèle que tu as donc au Maroc, ce ne sont pas forcément des francophones, ou ils le sont tous, ou c'est pourquoi est-ce que ils choisissent l'arabe? Parce que c'est une langue qui est plus familière, plus proche Non, d'eux, pour certaines dans ta personnes, c'est parce qu'elles ne clientèle? sont non, certaines personnes ne sont pas vraiment, francophones, ou Hmm, très hmm, peu, d'accord, et qu'elles sont beaucoup plus à l'aise pour s'exprimer en arabe dialectal et c'est OK. Et je les d'accord, suis ok. directement et d'emblée, je les mets à l'aise aussi par rapport à ça. Pour certaines, on peut dire que ce sera moitié-moitié, je les mets complètement à l'aise et des fois même, je n'hésite pas avec celles qui sont francophones. Des fois, je passe à une expression pour mieux illustrer, des propos qu'elles peuvent dire ou un ressenti. Des fois, je n'hésite pas aussi à sortir une expression en arabe dialectal et puis ça fait un tilt, Hmm, parce on revient à ses racines, on revient à sa culture.
J'imagine que ça crée une intimité aussi particulière, que ce lien-là, oui, c'est Oui, ça. tout à fait. Ouais, Tout à ouais. fait. Et une fois, bon, là, c'était différent. Je suivais une patiente marocaine, mais qui vit à Paris, donc c'était des séances en visio. Sauf qu'elle est du nord du Maroc et elle parle l'amazigh, donc le berbère, que je ne parle pas. Et lors d'une séance, je lui ai demandé de parler en amazigh pour véritablement être là dans son ressenti par rapport à sa langue maternelle. Et Mmh. ça apporte aussi quelque chose. Mmh. Ah oui. Oui, oui, c'est intéressant, vraiment intéressant. Comment la gestalt t'a transformé toi, tu penses? Ou tu sais, plutôt que tu penses? Heu, quel est l'impact, qu'a eu la gestalt sur ton développement à toi? Qu'est-ce que ça La Gestalt m'a permis, bah, d'abord d'être dans mes ressentis, de savoir nommer mes émotions, sauf que chose que je ne savais pas faire, de nommer mes affects. J'en étais complètement coupée. mmh. La Gestalt m'a permis de parler de moi, chose qui était très difficile pour moi de faire. Mais plus que l'analyse, tu as disais c'était, l'analyse systémique, plus parce qu'en thérapie, on parle de soi. Pourquoi la gestalt, en quoi ça te permettait de parler de toi de façon particulière ou différente? C'était c'était peut-être justement le terme de «je», Mmh, de parler c'est en ça. termes de «je», voilà, qui était très, très compliqué pour moi. C'était pas possible. Et peut-être aussi que culturellement, j'étais impactée parce par ma culture, c'est ça, oui, parce que dans la culture, traditionnelle marocaine, le jeu est quelque part, honni, Mmh. quelque chose de prétentieux dans le jeu. Mmh. Ouais. L'individu fait partie d'un groupe. Mmh. Le jeu serait de l'ordre de l'égoïsme, Mmh. hein, et donc on ne dit pas «je». Peut-être que quelque part, c'est quelque chose aussi, voilà, qui m'a impactée. Je ne sais pas, c'est une supposition que je fais, mais il peut y avoir des 2. Une Mmh mh. difficulté en ce qui me concerne de parler de moi, de parler de «je», plus cet impact, socioculturel. Quelle a été la situation en gestalt thérapie, qui a été la plus difficile, ardue, pour toi? Alors ça peut être, en tant que thérapeute ou en tant que cliente toi-même, patiente toi-même. La situation la plus ardue en termes Ou le plus ou d'expérience, le peut-être pas le plus ardu, mais le plus fort, le plus qui t'a demandé de la ressource, tu vois vraiment quelque chose qui t'a connecté avec quelque chose que tu as dû dépasser pendant une séance. Est-ce que tu as envie de nous partager ça, une beh, expérience que tu as fait? je reviens à cette catharsis que j'ai faite Oui. justement, qui a été un déclic, terrible pour moi. Un déclic terrible pour moi et qui est venu, apaiser une colère que je n'arrivais pas à apaiser. Mmh. Et là, j'ai mis le doigt, ça a donné toute sa dimension, ça a donné toute une compréhension à ce que je pensais avoir réglé et qui en fait ne l'était pas. Qui était resté inachevé. Totalement, c'était une gestalt inachevée, voilà. Mmh. 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 Il y a ça et puis, il y a tout au cours donc de ma formation, quelque chose aussi qui m'avait, profondément marquée dans la mesure où ça avait été, une expérience douloureuse et puis douloureuse parce que ça a été dans la durée. Disons que ça a été une trilogie entre, une collègue, un encadrant et moi.
et comment les projections, comment les résistances, comment le fait qu'un thérapeute n'est pas non plus un tout sachant, qu'il peut avoir aussi ses faiblesses, comment ça peut engendrer des incompréhensions totales, comment ça peut engendrer des grosses souffrances, parce que j'avais été dans la souffrance carrément, et comment le fait finalement de ne pas prendre conscience de tout ça peut mener à des incompréhensions totales qui peuvent être dans la durée, qui peuvent provoquer des guerres, provoquer des conflits terribles, parce que ça part de quelque chose, au départ de rien du tout, mais qui émane de chacun de nous différemment, qui parle de nos propres résistances. Et ça, quand je l'ai compris à la fin de ma formation, ça a été aussi une grosse révélation. Ça a changé ta manière d'être, du coup, ta manière d'être thérapeute, cette expérience désagréable, enfin même plus que Oui, désagréable. ça a changé ma manière d'être en tant que thérapeute et ça a changé aussi ma manière d'être quant aux autres, le regard que je peux porter sur eux, la manière dont je peux aussi gérer un conflit ou l'observer. Et la manière dont j'ai appris à pouvoir poser, mais de manière ancrée, ce que je ressens, sans être dans mes résistances, sans être dans mes projections. Et comment le fait de poser quelque chose qui est lourd, ou en tout cas la poser en partie, vient apaiser et nous délester d'un énorme poids. Et qu'il y a quelque chose qui nous appartient, qui est à nous, et quelque chose aussi qui est de l'ordre de l'autre et de la responsabilité de l'autre. Et que je n'ai pas à tout prendre. Donc tout ça, finalement, avec tous les introjets, toute la rétroflexion, mais véritablement aller à travers cette façon de poser ce que l'on doit poser, parce que c'est vital, comment être dans ce qu'on appelle en Gestalt thérapie l'ajustement créateur. Et comment aussi, parce que c'est ce que j'ai appris une fois dans un atelier, comment gérer un conflit pour ne pas tomber dans la violence. Pour moi, le mot violence, c'était la violence physique. Et là, le thérapeute me dit, mais Rima, là, tu tombes dans la violence. Tu ne gères pas un conflit. Et je l'ai regardé complètement hébété. Et en fait, à force d'avoir peur du conflit, je finis par tomber dans la violence parce que je me coupais complètement de moi. Je ne disais pas ce que j'avais réellement à dire, ce que je ressentais. Pendant que je parlais, j'étais dans mes projections. Je n'étais absolument pas à l'écoute de mon corps et j'étais coupée complètement de mon besoin et de moi. Alors que pour moi, le mot conflit, tout de suite, prenait des proportions énormes. Donc, je l'évite, alors que le conflit peut être sain. C'est ce que j'ai appris ce jour-là. Et au contraire, le souvenir le plus bénéfique, le plus épanouissant, joyeux, nourrissant. Alors, nous étions donc en résidentiel et nous devions donc faire un expérientiel dans une piscine à 35 degrés et puis revivre en quelque sorte notre naissance et puis nous laisser porter par l'autre. Et ça a été une expérience absolument magistrale, inoubliable.
Et j'ai mis, une fois que l'expérience eut été achevée, j'ai mis du temps avant de reprendre mes esprits tellement j'avais été transportée par cette expérience, mais physiquement, c'était tout, mon âme, mon esprit, tout y était. C'était fantastique. Il y avait ça, et puis aussi une expérience de nuit, donc une expérience nocturne en forêt de Brocéliande. Oh, Voilà. Guidée et dirigée par Yves. Puis ça aussi, ça avait été une très belle expérience. et tu en avais retiré quoi pour toi de cette belle expérience? Qu'est-ce que ça t'avait appris finalement? Ou quelle en a été la trace ou la transformation en toi? Comment m'ancrer au sol, à la terre, tout en étant dans le groupe. Comment est-ce que, lorsque je suis en tête de groupe, je suis? Comment, lorsque je suis en queue de groupe, je suis corporellement? Comment je marche dans l'obscurité? Et comment, au milieu du groupe, je suis? Toujours dans l'obscurité. Et ça m'a appris beaucoup de choses de moi. Et de moi au sein du groupe. Moi et mon environnement. Parce que j'ai beaucoup appris justement et c'est ça aussi ce qui a été passionnant pour moi en termes d'apprentissage et d'expérience en Gestalt thérapie, c'est moi et mon environnement. Comment je suis en interaction. Quand il m'a fallu présenter mon mémoire à la fin du 2e cycle, j'étais vraiment dans mes gestalts inachevés, et ça s'est posé le jour où il fallait que je présente donc ce mémoire, et ça a été frappant. Comment je suis avec cet environnement qui, en fait, est un environnement qui me fait peur. Et comment j'étais dans mes résistances et dans toutes mes gestalts inachevés. Et ça a été une expérience à la fois douloureuse et porteuse après, que j'ai travaillé par la suite, qui m'a permis de comprendre quel était ce mécanisme-là. Tu parles de groupe. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une communauté gestaltiste? Et est-ce que si tu penses que oui, est-ce que tu as l'impression d'en faire partie? Voilà. Alors, une communauté gestaltiste au Maroc ou de façon générale? Comme tu veux. Comme ça devient. Faire partie d'une communauté gestaltiste, oui. Maintenant, oui. Justement, ce problème de groupe ayant été résolu, oui. Oui, et c'est important pour moi de savoir que je fais partie de cette communauté gestaltiste. D'ailleurs, même sur les réseaux sociaux, je suis les groupes, je fais partie des groupes, et je suis les commentaires, les posts, les choses comme ça. Si, et je me sens rassurée. Je me sens plus forte. Et au Maroc aussi, je me sens faire partie de cette communauté gestaltiste, bien que je n'ai pas fait la même formation, je n'ai pas été dans la même école que ce groupe, que les autres personnes, mais je me sens faire partie du groupe, et nous avons souvent de très, très beaux échanges. Et c'est soutenant. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais pour toi, en tant que gestalt praticienne, thérapeute, professionnellement, qu'est-ce que tu voudrais faire? C'est quoi ton next avec la gestalt? Comment tu te projettes dans l'avenir? Est-ce que tu as des projets, des envies, des rêves?
Des envies, oui, des rêves, je ne sais pas trop. Il y a une chose, à laquelle je pense depuis un petit moment, qu'il va falloir que je relance, c'est que j'ai envie de déployer la Gestalt en milieu carcéral. Ah oui. Et bon, avec, ce foutu covid, c'est un peu compliqué pour le moment. Alors, entre-temps, je me dis que je vais tenter de le développer auprès des mamans, parents d'enfants trisomiques. Qu'est-ce que vivent ces mamans? Comment c'est pour elles au quotidien, leur environnement? Voilà, ça c'est mon petit projet pour dans pas trop longtemps. Petit, je sais pas. Sans quoi, j'ai j'avais commencé, j'aimerais le reprendre, il va falloir que je me fasse confiance et que je le reprenne. C'est de travailler avec des groupes. Mmh. Je trouve le travail en groupe, passionnant, Mmh. passionnant. En individuel aussi, mais le travail en groupe, c'est quelque chose de très, très fort. Et pour la Gestalt en général, comment tu imagines l'avenir? Qu'est-ce que tu souhaites? Je souhaiterais qu'elle soit beaucoup plus enseignée à la fac, qu'on en parle avec un peu plus de profondeur, au lieu de survoler complètement, cette théorie. J'aimerais qu'elle soit plus développée, en milieu hospitalier. Qu'elle soit pleinement reconnue en tant que thérapie, heu, thérapie qui change, qui fait évoluer la personne de manière, j'allais dire de manière incroyable. Alors je sais que, enfin, j'ouvre une parenthèse, je sais qu'il y a donc, l'école à la fois de Rennes et de Limoges, avec le service psychiatrique de l'hôpital psychiatrique de Limoges, qui a mené une enquête avec l'INSERM, une enquête approfondie avec toute une série de critères qui ont été, posés sur la modification génétique, me semble-t-il, que je raconte pas d'âneries, des personnes qui sont en milieu hospitalier, qui ont été accompagnées en gestalt thérapie et de celles qui n'ont pas été accompagnées en thérapie et spécialement la gestalt. Et j'attends avec impatience cette étude qui ne saurait tarder parce qu'elle est quasiment en phase finale et vraiment prouver au monde l'apport de la gestalt thérapie et de ses bienfaits. Évidemment, les neurosciences ont apporté beaucoup plus de choses complémentaires et qui viennent prouver ce qu'énonçaient les gestalt thérapeutes pas mal de fois, d'accord? Et le fait qu'il y ait une étude scientifique, puisqu'on est toujours avec les études scientifiques obligatoires, quand on parle de manière empirique, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait, eh bien, faisons en sorte que cette étude scientifique, à ce moment-là, soit accréditée par différents milieux. Mmh. Peut-être aussi que l'on puisse développer la gestalt thérapie également, bon, de façon beaucoup plus soft, beaucoup plus simple, en milieu scolaire. Il m'est arrivé, moi, de prendre quelques petits outils de la gestalt thérapie, en prenant, comme intitulé, je disais que je faisais la sophrologie pour des enfants du primaire,
Donc, ça a été le CM1 et le CM2. Et je l'ai fait pour des enfants de CM2. L'institutrice, à la fin des 5 séances, il y a eu comme espèce de... À l'exercice final, elle en avait les larmes aux yeux, et je t'avoue que moi aussi, parce que le ressenti, le feedback des élèves était juste absolument incroyable. C'était touchant d'émotion, de sincérité. Il parlait en termes de jeu. Et jamais j'aurais cru. Je ne pensais pas que c'était formidable. Voilà, j'en parle, tu vois, et j'en ai la chair de poule parce que ça avait été une expérience fantastique pour moi. Et introduire la Gestalt dans les écoles pour apprendre aux enfants à parler d'eux, à parler de leurs émotions, de savoir écouter l'autre, d'être dans la compassion, de savoir nommer leurs affects, de ne pas être dans la frustration et dans les accumulations des non-dits et dans les ressentiments qui vont se superposer comme ça à travers les âges. Voilà ce que j'aurais à dire au sujet de la Gestalt en général. Il y avait beaucoup de choses à dire. Il y avait beaucoup de choses à dire. Je suis au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais voulu que je te pose, ou quelque chose que tu as dit en plus, quelque chose que tu veux affiner, rectifier? Non, bah, tu vois, tu me poses cette question et puis il y a l'appel à la prière, hein, parce que je suis juste à côté d'un minaret. Je l'entendais, Voilà. c'est chouette. Voilà, et puis je le dis avec beaucoup d'émotion. Là, je sens quelque chose au niveau de mon plexus. Voilà, j'ai juste envie de te dire que j'ai eu un bel échange avec toi. J'ai posé ce que j'avais à poser. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été omises, mais peu importe. Voilà, je l'ai dit avec beaucoup de sincérité, d'authenticité, et que voilà, que c'est beau que cette rencontre ait eu lieu entre nous, tout simplement. Et l'appel à la prière était là pour le confirmer. Voilà. Il t'a mis sa prière en disant Allahu Akbar, Dieu est grand. Et bien effectivement, Dieu est grand, l'univers est immense. Et puis voilà, c'est l'énergie du chant, c'est tout ça. Que dire de plus? Merci beaucoup, Réma, pour d'avoir accepté de me rencontrer, accepté cette interview, de te dévoiler, d'avoir osé te dévoiler. Merci beaucoup pour ta sincérité. Je suis bien contente de t'avoir rencontré. Et je vais arrêter maintenant l'enregistrement. Au revoir. Au revoir.